Trêve de bavardage. Lancement. Bon, bah après cette petite intro, les gars, je pense que vous aurez compris que le 12900K, ben ça consomme et ça chauffe. Alors maintenant que j'ai tout de suite fait la mise au point, ben vous allez peut-être rester pendant cette vidéo et m'écouter jusqu'au bout parce que j'ai vraiment des choses vachement intéressantes à vous raconter. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Intel i9 12900K. Alors là, il y en a beaucoup qui vont se poser des questions en mode « Mais Jigfio, pourquoi tu nous sors ce Intel i9 12900K genre 3 mois après la sortie, alors que tu l'avais tout de suite ?» Et vous allez voir qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles je ne vous l'ai pas sorti tout de suite. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Bon du coup les potes, on a énormément de choses à dire sur cette génération d'Alder Lake. Déjà, le premier remerciement, c'est sur le 12600K. Vous avez explosé les 50 000 vues sur le CPU. C'est insane, la vidéo continue d'augmenter encore à l'heure actuelle. Enfin, vous avez tout cassé juste sur un test de ce CPU. Et un grand merci parce que je m'y attendais pas du tout. Et franchement, quel régal de voir déjà que vous vous intéressez autant à ce genre de test. Et aussi, comme à chaque début de vidéo sur les CPU, le petit coup de gueule qui va bien, parce que j'ai encore vu énormément de choses sur le 12900K, le 5950X, à la sortie, les pros AMD, les pros Intel, les machins et ceci. Enfin, franchement, c'est quand même quelque chose, mais vous allez voir que je vais vous apporter des éléments de réponse, je pense. Beaucoup vont être étonnés de ce que je vais dire. Je vais même peut-être me faire un petit peu critiquer dans les commentaires, je m'y attends. Mais en tout cas, et justement, j'attends un peu votre retour et vous, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, parce que vous allez voir, vous allez être fortement étonnés. Et du coup, on va commencer par le pourquoi je vous ai sorti le test de ce CPU aussi tardivement. Déjà, pour une bonne raison, c'était sûrement le CPU le moins intéressant de la gamme à la sortie. Je vous l'avais dit, le 12600K était sûrement le CPU déjà qui allait se vendre le mieux, qui allait être le plus intéressant. Mais depuis, vous pouvez voir que je me suis entouré de quelques CPU en plus, un 12400, un 12100. Donc vous vous en doutez très fortement que ça va aussi arriver sur la chaîne, stay tuned, et que je vais vous faire des tests comparatifs à tous les autres CPU. On va pas rentrer dans le sujet, on va vraiment se focus sur le 12900K. Ah oui, et c'est vrai, j'oubliais, il y avait aussi une chose que j'attendais énormément, c'était les B660, parce que oui, ces B660 sont ultra intéressantes en termes de rapport performance-prix. Alors, je m'entends, il n'y a pas des différences non plus de 200 balles, mais encore une fois, ces cartes mères vont tendre à descendre. Quoi qu'il arrive, on a déjà vu des baisses sur les Z690, on a déjà des baisses sur les B660, alors qu'elles sont arrivées il y a 2-3 semaines au moment où je tourne cette vidéo. On sait que ça va descendre, il faut un petit peu attendre, mais vous allez voir, c'est déjà très intéressant. Du coup, je vais commencer par un petit rappel d'Alder Lake. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur le 12600K, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, c'est un processeur hybride. Alors quand je dis hybride, ça veut dire qu'on a deux différents corps à l'intérieur. Le Performance Core, c'est là où le cœur va être le plus performant avec le meilleur IPC. C'est une unité de mesure qui permet de calculer un peu la performance de vos cœurs en single core par exemple. Et les efficient core qui sont des cœurs non hyper tradés, qui sont équivalents en tout cas d'après Intel à l'efficience des cœurs de 10e génération. Donc en gros, si vous faites une tâche de rendu, les efficient core vont travailler avec les performance core, et si vous faites du multitâche, dans la logique, l'OS scheduler de Windows devrait séparer les tâches et ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Alors pour le coup, on avait déjà fait le test avec le 12600K. Pour rappel, lui c'est un 6 performance core, 4 efficient core, et c'était déjà ultra étonnant parce qu'on avait réussi à jouer streamer avec des paramètres que je n'arrivais pas à mettre sur mon 3900X quand j'étais en solo. Donc c'était assez impressionnant et on était assez surpris déjà dans le test de ce 12600K. Et du coup justement on va faire un petit peu aussi le point au niveau de la gamme d'Intel qui s'est pas mal étoffée parce que maintenant on a je crois une trentaine de modèles en totalité, mais on va se focus un peu plus sur le 12900K qui est donc un 8 cœurs performance, 8 cœurs efficiente, donc c'est un 16 cœurs, un 24 threads, avec une consommation turbo, donc le PL2, on en reviendra juste après, à 241 watts de consommation. On a le 12700K avec 8 cœurs performance et 4 cœurs efficiente, donc lui c'est l'entre-deux entre le 12600
12600K et le 12900K, mais genre réellement, il a les mêmes picors que le 12900K avec les mêmes efficientes que le 12600K. Donc là, c'est, je pense, la meilleure alternative pour ceux qui veulent le meilleur des deux plateformes sans trop chauffer et en ayant toujours une performance au-delà du 12600K. Et lui, il est annoncé à 190 watts de consommation, donc en PL2. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait aussi qu'on teste ce i7 par la suite, ça pourrait être intéressant. Le 12600K en 6 cœurs performance et 4 cœurs efficiente, annoncé lui à 150 watts de consommation. Le 12400F, parce que là on a toute une multitude de nouveaux CPU donc de chez Intel, le 12400F, le 12700, le 12700F, enfin toutes les versions non-K sont sorties à l'heure actuelle. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va vraiment essayer de se focus sur les modèles les plus intéressants qui viennent de sortir. Donc le 12400 ou 12400F, si vous n'avez pas envie de partie graphique, annoncé avec 6 cœurs performance pour une consommation de 117 watts en turbo. Donc là vous voyez la différence peut-être entre les efficientes et les performances entre le 12400 et le 12600. Et là encore une fois, il y a une multitude de modèles. Il y a le 12500, le 12600. Et d'ailleurs, faites bien attention entre le 12600 et le 12600K. Il y a une énorme différence parce que l'un est un 6 cœurs, l'autre est un 10 cœurs avec les efficientes. Donc pensez-y quand vous achetez les CPU à bien regarder quel CPU vous achetez. Et enfin, le dernier de la gêne qui va ultra m'intéresser, c'est ce petit 12100 ou 12100F en fonction, qui donc est fourni avec aussi le Ventirad et qui je pense qu'il va suffire très amplement parce que apparemment d'après les premiers tests ça a l'air plus que correct. Et on est sur 4 corps performance pour une consommation annoncée de 89 watts, donc en turbo. Là encore une fois, je vous vois déjà arriver en mode oui, mais les 4 cœurs, machin, etc. Je pense que vous allez être vraiment surpris et qu'on va pouvoir faire des petites dingueries avec ce CPU. Juste pour rappel, ce i3 est sorti à 115-120 €. Il va descendre. On le retrouvera, je pense, très bientôt à une centaine d'euros. Ça risque d'être le CPU le plus intéressant pour le gaming à bas prix. Très clairement. Bon, et maintenant qu'on a parlé du P1, PL2, et que vous êtes en train de vous dire, mais Vicfio, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et bien justement, ce P1, PL2, qu'est-ce que c'est? Donc à l'époque, le 10900K, le 11900K pouvait consommer une certaine consommation jusqu'à un certain temps, puis pouf, il retombait pour consommer, genre passer de 200 watts à 130 watts par exemple. Ça permettait de chauffer moins, de consommer moins, et maintenant on peut bloquer ce PL2 et rester en PL2 maximum. Donc si on est sur le 12900K par exemple, on peut rester à 241 watts de consommation. Et bien là, justement, beaucoup de personnes se sont arrêtées, même des testeurs, à ça consomme 240 watts. Voilà, on s'arrête là. Et vous allez voir qu'en termes de consommation, vous allez avoir de très grosses surprises parce que c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire. Attention, un CPU ne tourne pas forcément tout le temps à 100%, on va y revenir. On va encore parler vite fait du PCIe Gen .5, donc qui est arrivé avec l'ajout des Z690 et géré par Alder Lake et l'ajout de la DDR5. Donc ça tombe bien parce que là, on va utiliser la DDR5 pour ce test. J'étais avec une Z690 Tomahawk D5. D'ailleurs, dans très peu de temps, vous allez voir une vidéo popper entre la différence entre la DDR4 et la DDR5. Forcément, je vous l'avais promis, elle arrive. Du coup, pendant le test, on était sur de la DDR5 en 5200 C40 de chez Kingston. Donc la Fury Beast, les DDR5 classiques low profile noir. D'ailleurs assez stylé pour le coup, c'est assez sobre dans une config et ça se marie vachement bien avec la Tomahawk qui est full noir. C'est clairement pas la carte mère si vous voulez des fioritures de RGB qu'il faut prendre. Elle est ultra sobre et ça rend ultra bien dans des boîtiers qui veulent juste un boîtier qui sent bourgeoise et ultra sobre. Coucou Captain Gros-Chat. Bon, et bien sûr, on n'a pas changé le protocole de test, on est resté sur la 6900 XT pour continuer à tester. Et le 12900K, je vous l'annonce tout de suite, va devenir mon processeur de bench pour les cartes graphiques, pour les vidéos à venir. D'ailleurs, parlons-en vite fait de ces benchmarks, parce que je vous ai fait un sondage sur l'onglet commu et sur Twitter, sur Instagram, enfin un peu partout, pour savoir si vous vouliez qu'on change mes bench. La réponse a été unanime, je crois 70%, un truc comme ça. Oui, je veux qu'on change les jeux. On est passé à la place de 16 jeux à 10 jeux et j'ai gardé donc 5 anciens jeux, histoire que vous ne perdiez pas le fil au fil de mes vidéos. Donc les anciens jeux qui sont restés de mon ancien protocole de bench, parce que quand je dis ancien, il n'a pas changé, c'est juste les jeux qui ont changé à l'intérieur. C'est The Witcher 3, Horizon Zero Dawn, Doom Eternal, Metro Exodus et Borderlands 3.
Donc vous l'aurez compris, forcément j'ai rajouté des nouveaux jeux. Et ben là je vous ai écouté, on a pris du plus récent et on se retrouve avec des jeux quand même beaucoup plus récents et beaucoup plus dans l'air du temps. Donc j'ai rajouté Resident Evil 8, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 et vous allez voir Far Cry 6 au niveau des CPU c'est un régal parce qu'il y a de réelles différences. Call of Duty Vanguard pour le multijoueur, donc là vous allez pouvoir justement voir les différences de performance en multijoueur. Et le dernier, Kena Bridge of Spirit, vous allez voir que c'est un jeu assez sympa en solo. Peut-être que je vais vous faire découvrir un jeu vraiment très cool. Bon du coup, trêve de bavardage et puis lancement des benchmarks in-game. Bon nous revoilà les potes et j'espère que vous avez kiffé les nouveaux affichages des benchmarks et que c'est beaucoup plus clair pour vous, que vous y retrouvez beaucoup plus facilement. On a essayé avec le monteur de faire quelque chose de totalement différent et pour 2022 un peu de renouveau en termes de benchmark et vous allez pouvoir aussi les retrouver très bientôt sur une chaîne secondaire. J'en parle pas plus. Bref, le 12900K vs le 5950X, parce que oui, on est quand même venu dans cette vidéo pour savoir quel est le CPU le plus performant dans toutes les situations, que ce soit en gaming et en synthétique ou en logiciel, benchmark, etc. Donc on est quand même là pour ça, Jigfio, vous l'aurez compris, je l'ai forcément mis face au plus gros CPU de chez AMD. J'aurais eu aucun intérêt par exemple de le mettre face à un 5900X ou même le 5800X. Vous avez quand même pu remarquer que dans les anciens benchmarks, vous avez encore les anciens CPU qui s'affichent et j'ai délibérément laissé ces CPU histoire que vous puissiez vous donner un peu une idée d'où se placeraient ces deux CPU comparativement aux autres et en fonction de ce que vous voulez acheter. Alors tout de suite, disclaimer, ce n'est pas des CPU prévus pour le gaming. J'insiste, ce n'est pas parce que Intel vous vend ce CPU là comme quoi c'est le CPU le plus ouf pour le gaming, l'overclocking, etc. Je resterai sur ma position, le 12600K restera très amplement suffisant pour juste du gaming et même attaquer le streaming. Le 12900K est vraiment un CPU prévu pour l'entrée professionnelle, voire même déjà le professionnel aguerri parce que on tape des performances qui sont juste insane et qu'aucun processeur Intel, en tout cas tout public, est capable d'amener jusqu'à maintenant. Et puis le 5950X, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Ça fait 1 an qu'il est sur le marché. C'est pareil, c'est pas un CPU qui est prévu pour du gaming à la base. Mais bon, au final, on a quand même une petite différence qui reste quand même infime. 3% entre le 12900K et le 5950X. Alors pour rappel quand même, le 5950X était le CPU le plus performant en gaming jusqu'à l'heure et le 12900K est venu le challenger. Alors je vous vois déjà arriver avec 8 Magic Fio, la carte mère elle est ultra chère, la DDR5 c'est hors budget, je l'entends. Attendez parce que vous allez être surpris entre DDR5 et DDR4, on va en reparler assez prochainement. Je vous le rappelle. Et du coup, le 12900K se retrouve à 229 FPS face au 5950X à 222 FPS. Donc comme je vous l'ai dit, 3%, c'est vraiment pas ridicule. En termes de performance brute, à l'écran, vous verrez clairement pas la différence, 7 FPS en moyenne. Et hormis sur certains jeux comme Far Cry, où on voit justement des différences
insane entre le 12900K et le 5950X. On peut remarquer que sur la plupart des jeux, on retrouve plus ou moins les mêmes FPS à quelques FPS près, hormis les jeux qui sont ultra orientés CPU, The Witcher, Resident Evil et Far Cry. En gros, les trois jeux qui sont beaucoup plus orientés CPU que carte graphique. Et il faut pas non plus oublier que j'étais en 1080p, donc déjà une 6900 XT en 1080p, c'est presque une hérésie, hein. On devrait plus être en 1440p et en 4K, mais là, j'aurais trop peur qu'on ne voit littéralement plus de différence, hormis peut-être sur les trois jeux que je viens de vous citer, où on verrait peut-être 2 FPS de différence en 1440p. Donc là, dites-vous qu'on est vraiment dans l'optique de voir une différence entre tel CPU et tel CPU, et non pas dans une utilisation classique d'une 6900 XT en termes général. Bon, et maintenant, on va parler température, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le benchmark, mais il y a une différence assez significative. Dites-vous que j'ai quand même testé sur le même refroidissement le 5950X et le 12900K, donc sur mon water cooling custom de chez Hybrid Cooling, le Elite Pro, donc un des water blocks les plus performants, je pense, qui se fait à l'heure actuelle sur le marché. Les deux CPU ont été testés dans la même condition avec la même température ambiante. Et là, la différence, je pense qu'elle est assez représentative. Et si vous ne l'avez pas remarqué, justement, je vous l'affiche actuellement. Regardez la différence de température. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais on a quand même une différence de température assez significative de 16 degrés entre le 5950X et le 12900K. Et là du coup, je vais aller à l'encontre de tout ce que peut-être vous avez vu jusqu'à l'heure actuelle. C'est le CPU chauffe énormément, il faut un gros refroidissement, etc. Alors oui, c'est effectivement le cas si vous faites du rendu avec ce CPU. Et c'est quand même la base définitive de ce CPU, c'est quand même de faire du rendu. Alors bien entendu, prenez le refroidissement adéquat. Mais il faut noter qu'en gaming, ce n'est pas du tout le cas. Le CPU chauffe moins que le 5950X. On a quand même 16 degrés de différence. Donc là, rentre en jeu aussi sûrement ce qu'a fait Intel au niveau de leur gravure. On avait vu dans la vidéo du 12600K qu'ils avaient réduit la taille de l'IHS pour avoir une meilleure soudure, etc., etc. Enfin, il y avait tout un protocole qui avait été mis et avoir de meilleures températures. Là, on peut le remarquer. Le CPU chauffe moins en gaming. Mais bien sûr, les gars, je vais pas m'arrêter là et je suis pas sûr non plus que vous l'ayez remarqué pendant les benchmarks. Mais du coup, s'il chauffe moins, est-ce qu'il consommerait pas moins de GeekFuel ? Et oui les gars, c'est là où tout se joue justement, c'est que le CPU consomme moins aussi que le 5950X. On a une différence de 10 watts de moyenne de consommation, en tout cas en gaming, pour les performances affichées du 12900K. Donc au final, en gaming, le 12900K va devenir plus intéressant de sûr que le 5950X parce que il chauffe moins, il consomme moins, et au final, on a plus de performance. Donc en tout cas, sur les 10 jeux que j'ai testés, c'est assez insane d'avoir ce résultat-là, en tout cas, pour du gaming. Alors quand même, je vais mettre des chiffres sur ce que j'avance. Donc le 5950X consommait lui 96 watts de moyenne et le 12900K consommait 86 watts de moyenne sur tous les jeux. Et d'ailleurs, je vous l'affiche encore actuellement, donc c'est assez visuel. Alors là-dessus, vous allez peut-être vous dire, mais comment est-ce possible ? C'est justement avec cette histoire de PL1, PL2 et de comment fonctionne le CPU. Là, on n'a pas besoin d'un boost maximum. Le CPU, la plupart du temps, tourne à 4,9 GHz, donc on est juste en dessous des 5 GHz, et le CPU ne tourne pas à 100%. La réelle différence avec le synthétique ou le 5950X et son Precision Boost Overdrive va réduire sa fréquence. On se retrouve plus sur du 4 GHz ou du 4,1 GHz du côté du 5950X quand il va faire des rendus, ce qui va lui permettre de consommer beaucoup moins de watts en termes de benchmark synthétique. Mais justement, parlons des benchmarks synthétiques. Allez, trêve de bavardage, lancement des benchmarks synthétiques.
Bon et ben nous revoilà après les benchmarks synthétiques et ben là vous voyez que le 5950X reprend le lead en tout cas sur la majorité des benchmarks. Mais là vous allez me dire, et je le sais parce que je parle aussi aux professionnels qui regardent ma chaîne et j'ai vu énormément de personnes me faire de retours là-dessus comme quoi je n'en parlais pas, ben là je pense à vous, c'est des CPU qui sont quand même à votre destination. Oui, il est plus performant par exemple pour du V-Ray, il sera clairement plus performant pour tous les logiciels qui vont utiliser les cœurs à 100%, genre la performance brute du CPU, la puissance brute du 5950X. Le 5950X restera sûrement plus intéressant pour du rendu brut. Par contre, sur tout ce qui va être logiciel de rendu, donc Photoshop, Premiere Pro, Handbrake, enfin il y a énormément de logiciels que Intel optimise et du coup le 12900K repasse devant le 5950X, je pense par optimisation logicielle plus du côté des logiciels que le 5950X avec sa puissance brute. Et là, le 12900K, encore une fois, reprend à mon sens le lead parce que je pense que les professionnels s'en fichent complètement de faire du Cinebench R15 et s'intéressent beaucoup plus à leur temps de rendu avec leur CPU. Alors pour le coup, renseignez-vous bien comment fonctionne votre logiciel, si ça va être beaucoup plus intéressant de fonctionner avec un AMD ou avec un Intel, mais dans tous les cas, vous voyez que les différences de performance se font ressentir d'un côté et de l'autre. Donc ça peut être intéressant de passer sur l'une ou l'autre plateforme. Mais en tout cas, pour les logiciels de rendu vidéo, donc ce que moi je fais, etc., le 12900K est plus intéressant. Alors là vient justement le problème de la consommation et de la température parce que le 5950X lui tourne beaucoup plus bas que le 12900K comme je vous l'ai dit juste avant. Il va plus consommer 140 à 150 watts lors du 12900K qui va lui consommer en variation entre 200 et 250 watts. Donc oui, forcément, ça va consommer beaucoup plus, ça va chauffer beaucoup plus. Et là, c'est le moment d'avoir un refroidissement adéquat pour refroidir ce 12900K. Donc encore une fois, ne le mettez pas sur un ventirad à 30 €, ça va pas marcher, je vous le dis tout de suite. Ça va vite mettre le 12900K en PLS et votre PC aussi. Bon, maintenant qu'on a parlé de la consommation, de la température, des benchmarks synthétiques et qu'on se rend compte que le 12900K, il est quand même vachement intéressant, voilà le grand moment. Le prix. Parce que oui, justement, lors du 12600K, je me suis tapé une vague de commentaires. Geekfio, les cartes mères, elles sont ultra chères. Geekfio, la plateforme au final AM4 est beaucoup plus intéressante, etc., etc. Et le fait que je vous ai sorti cette vidéo avec du retard va vraiment prendre tout son sens maintenant. Les cartes mères ont déjà descendu, mais surtout le prix du CPU a lui complètement dégringolé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'heure actuelle, le 5950X, lui, est resté à un prix fixe entre 800 € et 750 €. Donc là, on va se baser sur les prix Amazon pour tous les produits, histoire d'avoir une homogénéité et d'être clair. Enfin, ça sert à rien que j'aille chercher une carte mère ici, un processeur là-bas et machin. Là, on va vraiment se mettre sur une base simple de prix, histoire de pouvoir comparer quelque chose de comparable, tout simplement. Et là, ça change complètement la donne parce que le 12900K se retrouve maintenant à 610 €. Et je vous affiche d'ailleurs un graphique pour le prix et vous voyez qu'il est en dégringolade depuis sa sortie en fait. Il chute. Tous les jours, on perd du prix dessus. D'ailleurs, le 12900K à l'heure actuelle est moins cher que le 12900KF. C'est pour vous donner une idée. Donc voilà, on va passer sûrement en dessous de la barre des 600 € pour le CPU. À l'heure actuelle, 610 € c'est déjà un prix de dingue pour un tel CPU. Au quid du 5950X qui lui reste à 764 €, et là du coup on a déjà 155 € en gros de différence entre les deux CPU, sachant que le 12900K est plus performant en gaming et plus performant en rendu. Et là justement on va changer d'affichage et avec le monteur on vous a prévu une petite animation. En gros on va prendre un 12900K, un 5950X, on va mettre les prix des deux CPU et on va calculer le prix du FPS. On serait sur 2,66 € pour le 12900K et 3,44 € pour le 5950X. Et là, vous voyez que l'écart est déjà juste ultra creusé. On a 78 centimes du FPS de différence entre le 5950X et le 12900K. Donc, sachant que le 12900K est déjà plus performant en gaming, vous l'avez compris, voilà, c'est bien plus intéressant de passer sur un 12900K, en tout cas en termes de gaming. Maintenant, on va calculer le prix de la seconde de rendu. Alors là, j'ai pris plusieurs logiciels de rendu. Donc là, j'ai fait plus de tests en aval sur des logiciels. Et c'est pour ça que je peux vous dire que le 12900K est plus performant en termes de performance logicielle. Et on se retrouve au prix de la seconde à 1,99 € pour le 12900K et de 2,36 €
pour le 5950X. Encore une fois, si vous faites du rendu brut pour du cinéma 4D ou si vous faites du rendu, je sais pas, sur du V-Ray, etc., le 5950X pourrait être bien plus intéressant que le 12900K, mais si vous faites d'autres logiciels, ben, c'est le 12900K. Mais en tout cas, sur la base de test que je me suis fixé, le 12900K, un rapport performance-prix bien plus intéressant. Et là, c'est justement le moment où vous allez tous venir me dire « Oui, mais le prix des cartes mères ». Alors, j'ai aussi fait les calculs avec le prix des cartes mères. Donc, on refait l'affichage avec un 12900K d'un côté, un 5950X de l'autre, une B550 Tomahawk MSI d'un côté et une B660 Tomahawk de l'autre côté. Parce que si on compare des générations B, eh ben, il faut prendre des B des deux côtés. Il faut aussi une certaine parité. Alors, bien entendu, une B660 ne permet pas l'overclocking du CPU. Et encore, vous avez vu, il y a 2-3 petits micmacs qui se passent avec certaines cartes mères. On peut quand même faire de l'OC, mais on garde quand même l'overclocking, donc l'XMP de la RAM, etc., etc. La seule chose qu'on pourra pas faire, c'est overclocker son CPU. Mais comme 99,5% des gens n'overclockent jamais leur CPU, ils ne vont jamais dans le BIOS, bah une B660 en gros fera la même chose que votre Z690. Du coup, on va prendre le package du 12900K, donc à 619 € plus 249 € de carte mère, donc la B660 Tomahawk. On est à 859 € de prix de revient de la plateforme. Et pour le 5950X, qui d'ailleurs a été testé sur la B550 Tomahawk, on se retrouve sur un prix package à 914 €, donc 764 € plus 150 € de B550. Bon, et ben là, j'ai encore pas besoin de vous l'expliquer, mais forcément, s'il était plus performant avant pour moins cher, ben il l'est toujours, puisqu'il est toujours moins cher en termes de plateforme. Le 12900K se retrouve avec un prix au FPS sur la plateforme à 3,75 € face à 4,12 € pour le 5950X. A l'inverse, le 5950X, en termes de prix à la seconde de rendu, va être bien plus intéressant ce coup-ci, parce que sur le 12900K, on se retrouve à 2,80 € de la seconde, et on se retrouve sur le 5950X à 2,82 €, donc le prix à la seconde de rendu sur ce CPU. Là, vous voyez qu'on a 2 centimes de différence. Mais là, il y a énormément de choses qui vont jouer, et c'est justement l'arrivée du PCIe Gen 5. Vous allez le comprendre, c'est si un jour on veut mettre des SSD PCIe Gen 5 pour les professionnels, vous pourrez le faire d'un côté, et vous pourrez mettre que des 4 de l'autre côté. Donc pour 2 centimes, à mon sens, le 12900K gagne encore une fois la bataille, même si le 5950X reste, lui, très intéressant. Et puis enfin, le troisième affichage, où on arrive à une comparaison Z690 vs X570S, puisque c'est les nouvelles cartes mères pour ce genre de CPU. Et là, on se retrouve encore une fois avec toutes les Tomahawk, donc 610 € plus 312 € de Z690 Tomahawk. Ça nous fait un total de 922 € pour la plateforme Intel, et 764 € pour le 5950X plus la X570 à 270 €, qui nous fait un total de 1034 €. Et ben là, encore une fois, vous l'avez compris, le 12900K reste bien plus intéressant en termes de rapport performance-prix, puisqu'au prix du FPS, on se retrouve sur 4,03 € face à 4,60 €, et au prix de rendu à la seconde, on est à 3 € face à 3,19 €. Donc très clairement, un gros bravo à Intel, parce que quand on compare la totalité du CPU, on peut se dire que le 12900K revient de très très loin, parce que je m'attendais clairement pas à avoir de telles performances s'approchant autant d'un 5950X. C'est pourquoi pour moi je lui donnerais le Jig d'argent et non pas le Jig Gold. On était à ça, c'est vraiment juste encore une amélioration de la température et de la consommation. Du moment où le rendu sera encore moins consommateur de ressources sur les prochains processeurs Intel, je pense qu'on aura d'excellents CPU et même sûrement des CPU coup de cœur. Mais en tout cas, ne réfléchissez même pas, si vous avez envie d'une plateforme ultra puissante power user, le 12900K est fait pour vous. Et avant de conclure cette vidéo, je voudrais encore faire le point sur une chose, c'est l'évolutivité de cette configuration. Pourquoi ? Parce que le 5950X est en fin de vie. Alors attention, quand je dis fin de vie, c'est pas votre CPU va mourir demain, c'est vraiment la plateforme AM4, on sait qu'elle va s'arrêter. Maintenant, on a les informations, le 5800X 3D sera le seul CPU en X3D, donc le 5950X restera le CPU le plus performant sur la plateforme AM4. Donc une fois qu'on a acheté un AM4 et un 5950X, on ne pourra plus évoluer. Alors là, bien entendu, si vous possédez déjà une plateforme AM4, genre une X470, une B550,
550 et que vous voulez un CPU plus performant, ça va de soi qu'il faut choisir le 5950X et ne pas repasser en changer une carte mère, etc., etc. Par contre, si on repart sur un nouveau build, donc une nouvelle configuration, une nouvelle machine et que vous repartez de zéro, et ben le 12900K va rester bien plus intéressant pour vous parce que vous pourrez toujours upgrader sur un nouveau CPU et l'évolutivité de la plateforme est déjà assurée pour les 13e générations. Donc si vous achetez une Z690 ou même une B660, il y a de très fortes chances, genre à 90% de chances, qu'un 13000 pourra s'adapter par la suite. Donc si un jour vous avez envie de passer d'un 12600K à un 13900K, imaginons, ce sera possible. Donc là, vous l'aurez compris, Intel reprend le lead et franchement, c'est assez intéressant. Mais pensez bien à cette conclusion. Et voilà les potes, on a fait le tour de ce 12900K. Alors encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, le nouveau protocole, etc. etc. C'est vraiment important de lâcher le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux et de me dire ce que vous avez pensé de cette intro. Voilà, parce que je me suis bien éclaté à la faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur peut-être d'autres CPU, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien entendu en stream, parce que je fais tous ces tests en stream. Donc pensez à me rejoindre là-bas. Allez, c'était Jigfio, à la prochaine. Ciao ciao!